Bonjour et bienvenue au podcast Confession de Petit Chris. Aujourd'hui, comme invité, on reçoit Mike. Salut Mike. Salut, ça va bien? Ben oui, toi. Ça va bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. On est vraiment contente de t'avoir. Ben, merci pour l'invitation. Je trouve ça très apprécié. J'aimerais ça qu'on commence par une petite présentation brève de qui tu es. T'as quel âge? Tu vis dans quelle région? Puis c'est quoi tes projets en ce moment? J'ai 23 ans. Je vis dans la région de Montréal. Il y a des projets, et mon premier projet, il est fait. J'ai trouvé un logement depuis le 1er novembre. Sinon, mes autres projets, j'aimerais continuer à rester dans le cirque social puis éventuellement faire père aidant pour devenir intervenant dans cette ressource-là. Parce que j'ai créé un certain attachement avec eux, là. Puis ils m'ont beaucoup aidé dans mon abstinence de consommation. Fait que ça fait partie de mes projets, là. Oh, c'est intéressant. C'est des ateliers de cirque qui se donnent à Montréal. Ouais, ça s'appelle le Cirque Orpiste. C'est un atelier de cirque social. Puis vous avez combien d'ateliers par semaine? Ils en ont le mardi, le mercredi puis le jeudi. C'est intéressant. Puis comment t'es as connus, eux autres? Là, ils ont changé de place. Ils sont rendus dans Merci Hochelaga Maisonneuve, mais moi, je les ai connus quand que je traînais dans le village puis que je consommais. Ils me mettaient dans un parc où je traînais souvent, puis ils approchaient les jeunes, puis ils faisaient ce qu'on appelle une création collective. Fait que c'est comme à peu près un mois et demi où tu montes un spectacle avec d'autres personnes, d'autres jeunes, dans le fond. Puis à la fin, après un mois et demi, tu présentes le spectacle. Fait que moi, j'ai embarqué dans ce projet-là. Le problème, c'est juste que dans le fond, j'ai passé au feu, fait que j'ai pas pu faire le spectacle. Mais ils m'ont quand même accueilli, même si j'ai pas pu faire le spectacle. Fait que j'ai continué à y aller, j'ai fait d'autres créations collectives. Puis à force d'y aller tout le temps, c'est comme ça fait comme partie de ma routine, là, dans le fond. Je pense que c'est comme un programme aussi de réinsertion ou je sais pas trop, là, ils donnent aussi des compensations financières. Ça se peut-tu? Pour la création collective, ils donnent 20 $ par jour. T'es payé à la fin de ta semaine. Fait que si la première semaine, tu fais 3 jours, ils te donnent 60 à la fin de la semaine. Puis à la fin de cette création-là, ça fait un total de 300 $ en tout. Nice. Puis tu mentionnais un petit peu plus tôt que ça t'a aidé à arrêter de consommer. Comment est-ce qu'ils t'ont aidé à atteindre la sobriété et à la maintenir? Ils m'ont aidé dans le sens où c'était un endroit où j'ai toujours été à jeun. Il y a une fois que je suis allée, puis j'étais en état de consommation, puis je me suis vraiment senti pas bien. Puis ils m'ont toujours supporté parce que je vais chercher des porte-clés là, quand c'est le temps, là, genre un mois, 2 mois, 3 mois. Puis chaque fois que j'avais un porte-clés, ils venaient me voir, puis ils me félicitaient. Puis quand j'ai envie de consommer, je vais leur parler, puis ils me motivent à pas le faire. Puis ils me disent que si je pourrais le faire, qu'ils vont quand même m'accueillir quand même, mais que je suis quand même bien parti. Ils m'ont donné des papiers par rapport à mon choix de consommation pour me montrer, pour que je puisse lire c'est quoi que ça fait quand j'arrête de consommer cette drogue-là. Pourquoi que je pense que c'est pas normal, là, si on veut, là. Mais c'est super important qu'est-ce que tu dis parce que c'est pour avoir eu moi aussi des problèmes de consommation pendant un certain temps, c'est vrai que c'est extrêmement relié au contexte. Il y a des contextes dans lesquels où ce que consommer, ça fonctionne vraiment pas, puis il y en a d'autres où est-ce que c'est quasiment automatique. Juste le fait, là, mettons, moi, c'était le fameux vendredi. Ben, le vendredi, c'était la journée où ce que moi et mon chum, on se pétait à la face, puis c'était immanquable. À tous les vendredis, c'était comme ça. On s'en allait dans un bar, puis on allait consommer, on allait boire, moi, je fumais du pot dans le temps. Puis c'était vraiment, vraiment relié au contexte. Mais c'est ça. Mettons qu'au cirque, je peux pas. Je pourrais consommer, mais on s'entend dessus que de monter, mettons, sur un tissu aérien en état de consommation, tu mets pas mal beaucoup ta vie en danger, là. Puis il y a l'instructeur en cirque qui est en bas de toi aussi, qui te surveille, mais c'est dur pour lui de te spotter comme du monde si toi, t'es pas à jeun, puis tu rushes déjà, là, tu sais. En effet, tu sais, il faut que tu aies vraiment toutes tes facultés pour être vraiment capable de cerner jusqu'à quel point tu te mets à risque. Fait que c'est sûr que la consommation, ça fit vraiment pas avec ça. En plus que si tu fumais du pot, ça rend un petit peu parano des fois. Donc, ça doit être encore plus difficile de faire qu'est-ce qu'on a à faire dans un cerceau aérien. Mettons.
Puis ton histoire avec la DPJ, ça a commencé comment? Ça a commencé à ma naissance. Ça a commencé très, très tôt. Moi, je suis né avec un sevrage de cocaïne. Puis j'ai dû rester hospitalisé. Mon cœur, il a arrêté pendant que j'étais hospitalisé. Ils ont pu me sauver. Mais vu les circonstances de ma naissance, ils m'ont mis en famille d'accueil jusqu'à l'âge de 2 ans. Mettons que c'est flou dans ma tête, là. Je veux dire, je peux pas dire que je me rappelle de ces 2 années-là, mais je sais que j'ai été mis en famille d'accueil. Puis à 2 ans, ben, mes parents ils ont réussi à prouver qu'ils étaient aptes à ce que je revienne à la maison, là, dans le fond, là. Puis la consommation, est-ce que ça a eu des séquelles sur toi? Tu mentionnais, oui, que ton cœur a arrêté de battre, mais tu sais, côté développemental, y a-tu eu des choses qui ont été notées, qui étaient reliées à cette consommation-là que tu as reçue quand tu étais fœtus? Bon, je pense pas. Honnêtement, j'ai pas été vraiment lire mon dossier médical ni rien, fait que je pourrais pas répondre à cette question très facilement, mettons, là. OK. Puis comment ça s'est passé quand tu es retourné dans ta famille? Chez mes parents, il y avait beaucoup de violence, beaucoup de consommation aussi. Eux, ils consommaient vraiment beaucoup quand moi et mon frère, on était là. On se faisait battre aussi. Sinon, mon père battait ma mère. Fait que, mettons, c'était pas mal une ambiance avec que de la violence, là, mettons, là. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'ils t'ont retourné là? Pourquoi ils ont vu que là, ils pouvaient te retourner? Quand je suis retourné là-bas, j'avais 2 ans. Fait que je pourrais pas dire les causes exactes, là, mais ça a l'air qu'ils ont caché les trous, j'imagine, des murs de ce que ma soeur elle m'expliquait. Puis je veux dire, ça faisait 2 ans qu'on n'était plus là. Fait peut-être qu'ils ont arrêté de consommer le temps qu'on revienne. Mais mettons que si c'est ça qu'ils ont fait, ils ont pas toffé longtemps quand on est revenu, là, parce que Fait que ça finalement, consommait. ça a recommencé à dégénérer la situation. Puis qu'est-ce qui a fait en sorte que tu es retourné avec la DPJ? À 9 ans, ma soeur, cette année, elle a fait une première plainte. Ils ont rien fait. Puis en mars 2009, elle a refait une deuxième plainte à l'EPJ, puis celle-là, elle a été retenue. Ils sont venus nous chercher à l'école, puis ils nous ont emmenés, je pourrais pas dire où exactement, mais ils nous ont emmenés dans un bureau, j'imagine, de l'EPJ, puis ils nous ont posé des questions par rapport à comment ça se passait à la maison. Puis à partir de cette journée-là, ben, c'est notre soeur qui a pris la garde légale de moi et mon frère, puis elle a été considérée comme famille d'accueil. Fait à partir de 9 ans, j'ai habité pas mal avec elle, puis j'avais des visites supervisées avec mes parents, mais ils se pointaient une fois sur trois, puis mettons, je les ai pas vus souvent à partir du moment où j'ai été transféré chez ma femme. Qu'est-ce qui a fait en sorte que son premier signalement n'a pas été pris au sérieux, mais que le deuxième l'a été? Ça, je pourrais pas répondre à la question. Il faudrait que je retourne là les papiers. Ça fait vraiment longtemps que je OK, les ai ta pas sœur, lus. elle t'en a jamais parlé. Non, la seule chose qu'elle me dit, c'est que la cause pour laquelle, ben, la raison pour laquelle elle a fait le signalement, c'est qu'on est allé manger au resto, puis elle est venue à la salle de bain avec moi, puis elle a vu sur mes jambes que j'avais des marques de claques, ben, comme des marques de main, là, complètes, là. Puis ça l'avait inquiété beaucoup, là, puis je veux dire, à la grosseur de main de ses tests, c'était clairement pas mon frère, puis moi, il s'était chicané, là. Fait que, Fait que tu qu'est-ce avais que... une preuve physique là, qui venait appuyer sa demande. Fait que c'est sûr que les travailleurs sociaux ou s'il y avait des médecins impliqués, c'est sûr que quand ils ont remarqué les marques, ben là, avec l'antécédent que vous aviez dans votre famille, 1 + 1 = 2. Ouais. Puis ta soeur, puis toi, vous aviez combien d'âge de différence? Ok, moi, je la considère comme ma soeur, mais c'est ma demi-sœur du côté de mon père, mais elle a quasiment le double de mon âge, là. Mais je veux dire, elle a quand même eu ma garde pendant longtemps, fait que je la considère pas comme ma demi-sœur, mais je la considère plus comme ma sœur, là. Puis combien de temps t'es resté chez elle? Ça s'est passé comment, hein, une fois chez elle? Ben, mon frère, il avait beaucoup de troubles de comportement, il était agressif. Elle a fini par le placer. Sauf que moi et mon frère, on s'est toujours tenus parce que, ben, chez mes parents, on était pas mal juste nous deux, là. Je veux dire, c'est lui qui me faisait à manger, c'est lui qui me coiffait, c'est lui qui faisait mon lunch pour aller à l'école. Fait que quand elle a placé mon frère, ben, moi, j'ai commencé à plus l'écouter, à plus aller à l'école, à consommer, puis à j'ai tout croche. Fait que, elle a fini par me placer moi aussi en foyer de groupe. Ça t'a-tu fait peur quand elle a placé ton frère? Ouais, je sais pas, mais je me suis retrouvé tout seul. Là, je me suis senti pas mal seul, là, je te dirais, parce que ben, mon frère, c'était tout là, pour moi. Là.
C'était la seule personne en qui j'avais vraiment confiance, là. Puis avant d'en venir à la décision du placement, est-ce que vous avez été chercher de l'aide au CLSC, un médecin, quelque chose? Ben non, mais on avait un travail social qui nous suivait depuis longtemps, là. Puis lui, vous a pas Ben, je- proposé des rencontres avec un psychologue ou quelconque pour essayer d'apaiser la crise? Mon frère était violent, là. Il a essayé de pousser ma soeur en bas des escaliers, là. C'est là que ça a eu le déclic pour ma soeur, là. Elle l'a placé parce que, ben, ça aurait pu être dangereux, là. S'il avait réussi à la pousser en bas des marches, qui sait ce qui serait arrivé après? Ça se serait fendu à la tête ou, tu sais, on ne sait pas, là, ce qui aurait pu arriver si il avait réussi à la faire tomber en bas des escaliers, là. Non, c'est sûr, tu sais, dans ces cas-là, c'est entre soi puis la personne qu'on essaie de prendre soin. Mais tu sais, je te demande ça parce que souvent, le premier réflexe, c'est de penser à un placement au lieu de proposer de l'aide à la famille pour essayer de gérer les troubles de comportement, que ce soit des éducateurs spécialisés qui peuvent faire des suivis à la maison. Il y a des coachs familiales aussi qui peuvent se spécialiser là-dedans dans les troubles de comportement. Fait que, tu sais, c'est un peu ça que je me demandais si ça avait été proposé par le travailleur social, parce que de ce que tu me dis, dans le fond, ça a été un peu mis de côté, là, de ce que je comprends. Ben, pour mon frère, j'imagine, parce que ben, pour moi, en tout cas, ça a été le cas, parce que j'ai pas vu de coach familial, j'ai pas vu de psychologue ni rien quand j'étais chez ma soeur. On a commencé à me proposer d'avoir un psychologue la première fois que j'ai été mis en centre de jeunesse. C'était même pas en foyer de groupe non plus. C'est quand le foyer de groupe m'a transféré en centre de jeunesse que j'ai commencé à avoir un psychologue qui était relié à DPJ, dans le fond, là. Fait que dans le fond, on a entendu que la crise, elle devienne vraiment big avant de te proposer des services qui fitaient avec ce que tu avais besoin. Ouais. Puis suite à ça, tu as été déplacé en foyer de groupe, c'est ça? Ouais. On m'a mis en foyer de groupe. Comment ça s'est passé quand tu es arrivé là? Ben, c'est pas comme les centres, là. C'est plus ouvert. Je pouvais aller à l'école à l'externe puis tout, mais je faisais beaucoup de niaiseries, là. Mais tu sais, j'étais dans l'âge de faire des niaiseries aussi, là, mais j'en faisais beaucoup, là. Puis je rentrais pas non plus le soir, là, comme si c'était chez ma soeur, là. Je veux dire, je rentrais pas nécessairement le soir, j'allais consommer. Je veux dire, j'ai pas arrêté de consommer parce que j'étais plus chez ma soeur, là. Je continuais à aller à l'école à l'externe, fait que je continuais à fosser mes cours puis à consommer. Tu as commencé à consommer, tu avais quel âge? Moi, en secondaire 11 ans. 11 ans. 11 ans ou 12 ans, ouais. Aïe, 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 c'est de bonheur, pareil. Mais, fait que dans le fond, toi, t'es arrivé en foyer de groupe, tu consommais, puis comment ça a été avec les personnes qui étaient là? Est-ce que c'était un foyer de groupe mix ou juste garçons? Ben, c'est pas mix du tout. C'était pas mix. OK. Mais moi, j'étais en transition de Ah, sexe. OK. Je crois que c'est important que je le nomme parce que c'était pas mix, puis c'était un groupe de filles, dans le fond. OK. Je m'entendais bien juste avec une personne, puis c'était ma coloc de chambre. On était deux par chambre. Heureusement que tu t'entendais bien avec ta coloc de chambre. Ouais, une chance, sinon ça aurait été long, pas à peu près, hein? Ben, c'est la seule personne avec qui je m'entendais bien, mais tu sais, je veux dire, moi, pendant longtemps, là, je me sentais pas dans ma peau, là. Peut-être avec un groupe de filles, c'était pas non plus ce que j'espérais, mettons, là. C'est sûr. Puis en plus, vous devriez être nombreuses dans le foyer de groupe, comme que moi aussi j'ai vécu. Fait que, allô, la chicane. Ouais. Puis qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on t'a changé de ressources? Ben, j'ai fini par aller en centre de réadaptation, là, en centre de jeunesse, parce que, ben, je rentrais pas, puis, ben, je faisais les cours, je consommais. Étais-tu Moi, resté longtemps en foyer de groupe avant d'être transféré? quelques mois, là. J'ai même pas toffé un an, là. OK, OK. Fait que ça a été quand même assez rapide. Puis, as-tu eu le temps de tisser des liens un peu avec les intervenants ou ça a été trop rapide puis t'as pas eu le temps vraiment d'essayer d'établir un lien de confiance avec qui que ce soit? Ben, en foyer de groupe, j'ai pas établi de lien avec qui que ce soit, dans les intervenants, surtout que moi, j'ai de la misère avec l'approche envers les hommes. Puis, ils m'ont mis un homme comme intervenant de suivi, donc, fait que, mettons que de me confier, déjà, c'était pas mon fort, mais encore moins avec un homme, fait que Hmm. c'était pas évident. Puis, quand je me suis retrouvé en centre jeunesse, je suis resté vraiment pas longtemps, là. Je suis resté quelques mois aussi. J'ai fini par retourner chez ma soeur. Puis chez ma soeur, ben, mon frère était toujours pas là. Hein, fait que ça n'a pas duré longtemps non plus. Là. Je suis resté de fin 2015 jusqu'en février 2016 chez ma soeur. Fait que peut-être 5 mois, mettons, gros max. Puis en février
je me suis retrouvé en centre jeunesse une deuxième fois. C'était pas le même. Puis la première fois qu'ils m'ont placé, c'était à l'année de Savio. Puis la deuxième fois, ça a été à Rose-Virginie-Pelletier. Puis cette Ça fois-là, s'était-tu bien passé dans ton premier placement en centre jeunesse? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'ils t'ont retourné dans ta famille aussi rapidement? Ben, chez ta sœur. ben, ça se passait bien. J'avais l'école à l'interne, fait que hein, j'allais plus à l'externe. Fait que je pouvais pas ne pas rentrer le soir, je pouvais pas consommer, je pouvais pas faire ce que je faisais en foyer de groupe, mettons. C'était plus encadré, fait que ça t'a fait moins longtemps. Fait que ça donnait une illusion que les problèmes étaient disparus. Genre, OK. Puis là, après ça, ils t'ont retourné chez ta sœur, puis évidemment, tous les problèmes sont revenus. ben oui, parce que ça disparaît pas tout seul, hein, de ce que j'ai pu comprendre. Non, exactement. Ça prend souvent un accompagnement avec des spécialistes, que ce soit en psychologie ou autre. Ça se fait pas tout seul. Surtout si, avec l'historique que tu as eu, tu sais, j'imagine que peut-être que ça t'a rendu plus fragile, le fait d'avoir reçu de la cocaïne quand tu étais fœtus, justement, à tomber accro à des drogues, là, que ce soit le cannabis ou autre, là. Ben, mettons, c'était plus facile, j'imagine. Je sais pas si c'est ça qui a impacté le fait que j'ai tombé dans la consommation, mais mettons que j'ai pas touché juste au poste, là. Je sais pas si le fait que j'ai eu de la consommation avant même d'être né, je sais pas si ça a eu un impact sur le fait que j'ai tombé très rapidement dans la consommation, mais Ben, je sais qu'il y a vraiment des gens qui ont une fragilité au niveau génétique par rapport à ça. Je sais qu'il y a des gens qui, tu sais, comme moi, mon ex, il en faisait de la coke, mais il pouvait en faire une fois par mois, même pas. Tu sais, il n'y avait pas le besoin d'en reconsommer à tous les jours, tandis qu'il y a d'autres personnes que j'ai connues que eux autres, ils touchaient juste à ça une fois, puis ils étaient finis, là, dans le sens qu'il fallait qu'il y en aille quasiment tous les jours, puis c'est vraiment, il y a vraiment des grosses différences de cerveau en cerveau. Ouais. moi, je suis le cerveau qui en a pris une fois puis qui pouvait plus décrocher. Mm. Puis c'est ça que tu disais, il y avait cannabis, il y avait cocaïne. J'imagine que tu as touché les autres qui sont connus. J'ai essayé pas mal toutes les drogues, ben honnêtement, là. J'ai essayé toutes les drogues, mais ce qui m'a accroché le plus, ce qui est plate, là, mais c'est le crystal meth. Puis si j'avais pas de crystal meth, ben ça pouvait m'arriver de faire du crack aussi, là. Mes parents ils étaient forts sur le crack, eux autres avec, là. Ça doit t'avoir fait peur, pareil, les nouvelles substances qui contaminent les drogues qui circulent depuis 2020. Ça a l'air d'être vraiment effrayant, là. Il y a je pense que c'est la xylazine là, qui est apparue il n'y a pas si longtemps que ça, là, qui a l'air de faire des gros ravages, là. Ah ben moi j'ai pas vraiment regardé ça, honnêtement. Moi, quand je consommais, ma vie, elle valait pas de la merde à mes yeux. Fait que moi, ce qu'il y avait dans le dope, c'était pas un problème, là. Moi, tant que je pouvais consommer, T'avais écoute, pas la peur blase, des problèmes de santé, ça t'a non, pas c'est, effarouché. non, même pas. Je veux dire, l'ambulance est déjà venue me voir pour me dire, ben, parce que j'allais vraiment pas bien, là. Je convulsais sur place, là. J'étais pas bien. Mon ami a appelé l'ambulance, puis ils m'ont dit que mon cœur, il battait à 160 par minute, genre. Puis il était comme, t'es assis sur place, puis ton cœur, il bat comme si t'étais en train de faire un marathon, là. Il voulait vraiment que j'aille à l'hôpital, puis j'ai quand même refusé le traitement. Je suis pas mort aujourd'hui, une chance. Mais tu sais, j'ai quand même mis ma vie en danger parce que ben j'aurais pu y rester à n'importe quel moment là, avec la vitesse que mon cœur allait cette soirée-là. Là. Puis, si on retourne à ton vécu en centre jeunesse, la deuxième fois que tu as été en centre jeunesse, ça a-tu été plus facile, cerner un peu les troubles de comportement que tu avais à régler? Est-ce que c'est là que tu as reçu de l'aide d'un psychologue? Non, ça a été mon premier placement en centre OK. jeunesse que j'ai eu un psychologue, puis cette psychologue-là avait quitté, comme elle est partie. Fait que moi, je voulais pas changer de psychologue. Moi, j'ai vraiment beaucoup de misère avec la nouveauté, là. Puis à faire confiance, fait que de devoir avoir un nouveau psychologue, raconter ce que j'avais déjà compté, ça me tentait pas. Mais à mon deuxième placement, j'ai pas eu de psychologue, j'ai encore eu un homme comme intervenant de suivi. Moi, je parlais pas beaucoup, là, fait qu'il pouvait pas deviner que je m'ouvrais pas aux hommes, là. Je veux dire, OK, ça t'a pris plusieurs années à comprendre les raisons puis qu'est-ce qui motivait le fait que tu avais de la misère, ou même juste reconnaître que tu avais de la misère à t'ouvrir aux hommes.
Ben, reconnaître que j'ai de la misère, ça, je savais pourquoi j'avais de la misère, mais de le nommer à un adulte au centre jeunesse, mettons, que je voulais pas un suivi avec un homme, parce que sinon, ben, on n'allait pas avancer, mais ça, je le faisais pas. Parce que moi, j'avais de la misère à faire confiance aux adultes, parce que, ben, toute ma vie, mettons que ma vie, elle m'a pas aidé à essayer d'avoir confiance en un adulte, là. Je veux dire, mes parents, ils étaient pas présents, ma soeur était pas tant présente, même si c'est elle qui avait eu ma garde. Foyer de groupe, puis mon premier centre jeunesse, je suis pas resté super longtemps, fait que j'ai pas pu tisser des liens puis comprendre qu'il était là pour m'aider, là. Fait que moi, faire confiance à un adulte, ça faisait pas partie de mes plans, là, en placement. Fait que j'étais là parce que j'avais pas le choix, mais j'avais aucune intention de me confier à qui que ce soit là-bas, là. Puis, as-tu maintenu les liens avec ta sœur pendant que tu étais en centre jeunesse? Est-ce que vous voyez les fins de semaine? Oui, ça l'arrivait que j'aille là-bas les fins de semaine, que j'aille là-bas pour Noël, mais il n'y a pas eu de retour à la maison entre mes 16 ans et mes 18 ans, là, dans le fond, là. OK, fait que dans le fond, tu es resté en centre jeunesse jusqu'à ta majorité, suite à ton deuxième placement. Ouais. Est-ce qu'ils t'ont préparé à la transition en dehors de la DPJ? Ben, j'ai filé, fait que Ah, ils tu ont t'es pas pu. auto-préparé? Ouais, je me suis préparé trop vite, puis ça m'a crissé dans l'arbre parce qu'à 18 ans, ben, j'ai fini dans la rue, hein, parce que tu sais en fugue ou non, je veux dire, eux, ils ont fini avec toi à 18 ans, fait qu'à 18 ans, c'est charbel, puis je veux dire, moi, j'avais nulle part où aller, j'avais du stock dans un, je dirais pas un entrepôt parce que c'était dans l'unité où j'étais, là, mais dans un garde-robe de l'unité, j'avais du stock à moi, là, plein de stock. Puis comme ils m'ont donné un deadline pour aller le chercher, sinon ils le jetaient. Puis ben vu que j'étais dans la rue, j'ai pas pu aller les chercher. Fait ils ont comme tout jeté mes affaires. Fait pas que ça me fait de la peine, mais ben un peu là, tu sais, je trouve ça poche. Là, j'avais des choses importantes quand même. Là. J'avais beaucoup de linge aussi, puis comme ben toutes mes affaires, ils ont comme fini dans les vidanges parce que malheureusement j'étais dans la rue puis j'avais pas de place pour mettre mon stock. Là. J'étais pas pour traîner 15 sacs non plus dehors. Là. Avais-tu été capable de t'acheter une ligne téléphonique pour qu'ils puissent te rejoindre avant de jeter tout ton stock? Oui, ils ont pu me rejoindre, mais ils m'ont surtout rejoint sur Messenger. OK. Puis j'essayais de leur expliquer que c'est pas que je voulais pas, mais que je pouvais pas. Mais je veux dire, j'imagine qu'eux autres, ils ont besoin de place. Fait que ben, j'ai jamais eu mes affaires là, ils ont fini l'évidence. Comment t'as fait pour te débrouiller à partir de ce moment-là? Bon, j'ai tissé des liens avec des gens qui étaient dans la rue, qui traînaient dans le village, parce que moi, quand je fuyais, ben, j'allais dans le village, là, Papineau, Baudry, Berry-UQAM, là, tu sais. Puis je veux dire, c'est pas que des mauvaises personnes, là. J'ai tissé des liens avec plusieurs belles personnes, puis ils ont pogné je vais dire un genre de logement, là, mais on était peut-être 10-12 au moins. Puis c'était comme, il y avait deux chambres, fait qu'un 4,5. 4,5, mais on était plus que ce qu'on serait supposé être là dans un 4,5 normalement. Là. On était une très grosse gang, fait qu'on dormait en dessous de la table, on dormait sur le plancher. Mais au moins, j'avais un toit. Il paraît que c'est rendu très commun, ça, depuis la pandémie, là. J'ai même entendu dire qu'il y avait des étudiants qui se regroupaient entre eux, puis qui se louaient des petits appartements, puis que tout le monde dormait où ce qu'il pouvait, là, comme tu dis, en dessous de la table, à côté du frigidaire, sur le divan, à côté du divan, etc. Mais c'est qu'on n'a pas vraiment le choix, tu sais, sinon on finit dehors, puis en hiver, mais tu sais, mettons l'été dehors, je peux pas dire que c'est pas le fun, là. Je veux dire, c'est quand même le fun dans le sens où il fait chaud, mais quand ça fait 4 jours que t'as pas dormi, là, ça te tente d'avoir un toit, même si c'est en été, là, tu sais. Ça doit être difficile, pareil, de vivre étroitement comme ça avec plein de personnes. À un moment donné, ça tombe-tu sur les nerfs ou le moral ou... Ben, moi, j'étais tout le temps en état de consommation, puis les gens à l'intérieur aussi. Fait on n'était pas 24 heures sur 24 dans l'appartement. Là, on sortait beaucoup. Moi, je fréquentais beaucoup de ressources, dont Pops dans la rue. Puis dans ce temps-là, je sais pas s'il y a des jeunes qui l'ont connu, mais il y avait le Rock qui était sur la rue Baudry, là, juste à côté de la station. Puis eux autres, ils donnaient des soupers. Fait on n'était pas H24 dans l'appartement, là. Je veux dire, on sortait quand même. Fait qu'on se tapait pas trop sur les nerfs, là. OK, fait que dans le fond, tu côtoyais plusieurs ressources, puis il y avait pas, puis y en avait-tu d'autres qui t'aidaient beaucoup? Ben, il y a Pops, le Rock. Comme je disais, eux, ils ont fermé. J'ai fréquenté le bunker aussi. Ça, tu peux dormir là-bas.
en marge 12-17. Sinon, ça ressemblait pas mal à ça, là. Tu n'avais pas essayé les auberges du cœur? Ben, j'imagine que le fait que tu consommais, ils t'ont comme peut-être refusé par rapport à ça. Ben, j'ai fait le foyer des jeunes travailleurs OK? quelque temps. Mais je suis parti de mon plein gré, là. Je me suis crissé dehors de mon plein gré parce que les gens disaient qu'il y avait des coquerelles puis tout. Puis moi, les bébêtes, j'aime pas ça. Oui, en effet, c'est un petit peu normal d'être parti s'il y avait des querelles. Ben, c'est ça. Je suis parti de mon plein gré. Je suis jamais retourné. J'ai laissé mon stock là-bas parce que j'avais bien trop la Chine que ça me suive, peu importe où j'allais, là. Fait que je suis juste parti. C'est la seule auberge du cœur que j'ai faite, par contre, le foyer des jeunes travailleurs, là. Mais je suis quand même resté longtemps, là. Je pense que je suis resté quand même 1 an, là. Puis à ce moment-là, je travaillais, mais quand je suis parti, ben, j'ai arrêté de travailler parce que ben, j'avais plus de place stable. Puis, ben, la roue recommence, hein. Ça revient. T'avais-tu de la difficulté à maintenir tes jobs? Ouais, ben, j'ai encore de la misère. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, je travaille pas, là. Puis qu'est-ce qui fait J'ai en tellement. sorte que tu as de la difficulté à maintenir ton travail? Ben, je sais pas. J'ai comme pas vécu une enfance qu'un enfant normal, si on veut, là, ait vécu. Fait que moi, de voir mes amis, de chiller avec eux autres, puis de ne pas avoir un travail à temps plein, ben, moi, j'ai pas connu ça, là, de filer avec mes amis à jeun, d'ailleurs, là, puis faire ce que je voulais, là, vivre mon adolescence, mettons, là. Je l'ai pas vécu comme j'aurais été supposé le vivre, là. Moi, je l'ai vécu enfermé dans un centre jeunesse avec l'école interne, puis fuguer pour aller voir des amis, là, tu sais. Fait que Puis tu as quand je besoin fuguais, de liberté. C'est comme si tu n'étais pas rendu là encore. ouais, c'est ça. Sauf que ça me tape sur le système, parce que j'ai quand même 23 ans, bientôt 24. J'ai toujours de la misère à avoir un emploi stable. Parce que j'ai toujours envie de voir mes amis. Fait que moi, de faire 40 heures semaine, ça me rentre pas dans la tête parce que j'aurai pas de temps pour mes amis. Puis j'en veux, là, du temps pour mes amis. Fait que, puis pour moi aussi, d'ailleurs, là, je veux dire, 40 heures semaine avec le prix des loyers en ce moment, puis le prix de la bouffe qui monte, mon téléphone qu'il faut que je paye, la carte aux puces. Même 40 heures semaine, ce serait pas assez, à moins que je pogne une job à 20$ de l'heure, là, tu sais. Ouais, je comprends. Puis je pense que tu n'es pas le seul à réaliser que. J'ai l'impression que. Mettons, moi, mes parents sont baby boomers, OK? Puis j'ai l'impression que ce qui les a fait travailler autant, c'est l'idée d'avoir une retraite dorée. Mais ça, cet idéal-là, là, je trouve que ça me fait penser un peu à la religion de genre, vous allez souffrir toute votre vie, mais mec que vous allez mourir, vous allez au paradis, tu sais. Mais on dirait que la Mm. retraite, c'est rendu quelque chose de complètement inaccessible puis de complètement impensable pour nos générations parce que tout coûte cher, il n'y a pas personne qui a de l'argent, assez d'argent pour épargner puis se faire un REER. Tu sais, je veux dire, le coût de la vie a tellement évolué de manière rapide que j'ai l'impression qu'on peut plus aspirer à avoir une retraite normale comme nos parents puis et ceux qui les ont précédés ont eu. Je sais pas si tu as cette impression-là. Ben, je pourrais pas te dire, là, mais moi, je pense, de ce que j'ai compris, c'est que c'est après un certain nombre d'années que tu peux prendre ta retraite, mais je veux dire, si on check nos jeunes d'aujourd'hui, là, mettons, qui sont dans ma situation, qui à 23 ans, ils travaillent pas encore parce qu'ils n'ont pas vécu leur adolescence, mais ils vont commencer à travailler à quel âge? Ça voudrait dire qu'ils prendraient leur retraite à quel âge? Puis c'est pas vivable, là. Je veux dire, moi, si je commence à travailler à 30 ans, je veux dire, c'est pas à 50 ans que j'aurai ma retraite certain, là. Je pense que la limite, c'est encore 65 ans. Là, genre, à partir de 65 ans, on peut prendre notre retraite, mais je pense qu'il faut avoir cotisé assez. Puis là, le mot cotiser assez, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je ne sais pas, là. Mais c'est ça, j'ai l'impression que les anciennes générations se disaient, je vais travailler fort, puis plus tard, je vais en profiter. Tandis que là, ben, j'ai l'impression qu'on travaille dans le beurre, puis qu'on on n'en profitera jamais. Ben, écoute, moi, j'ai un ami qui travaille dans le déménagement, puis je veux dire, il fait quand même beaucoup d'argent, veut pas, puis même lui, il dit, je travaille, puis je peux pas profiter de l'argent que je travaille, genre, il retourne toujours pauvre quand même, il paye ce qu'il a à payer, là, puis il n'y a plus une scène pour en profiter, là. Je veux dire, même moi, là, je veux dire, je paye pas cher de loyer en ce moment parce que je suis tombé dans un programme avec une subvention, mais j'ai quand même la misère à m'acheter du linge, là, ça fait plusieurs années, là, déjà que je m'habille avec le linge des ressources, puis
que je vais pas selon mon style, mais que j'y vais avec ce qu'il y a, mettons, là, dans la ressource, puis j'achète pas ce que moi je vais acheter pour moi, ce que moi j'aime, tu sais. Mais Je- oui, faire de l'argent, puis se rétablir, puis avoir une routine, un beat de vie, là, ça peut prendre des années après qu'on soit sorti du système. Moi, personnellement, là, je trouve que je commence à avoir une vie qui a de l'allure, puis j'ai 35 ans. Fait que, ça peut te donner une idée. Puis moi-même, je suis sur des subventions de l'aide financière aux études. Fait que, tu sais, je sais même pas qu'est-ce que ça va avoir là, mais que je vais travailler. Nos vies sont vraiment plus, ils correspondent plus à ce que nos parents puis les autres personnes des autres générations ont vécu. Ça s'est pas Ouais, mal non, complexifié. vraiment beaucoup. Mais tout monte aussi, tous les prix augmentent, là. C'est-à-dire, mettons, là, quand j'étais jeune, là, je pourrais dire un pain, mettons, là, un paquet de pain, c'était peut-être 1 $, tu sais, 2 piastres. Maintenant, c'est 5-6 piastres minimum, là, ton paquet de pain, là. Je veux dire, tout Oui, coûte cher, puis le salaire, lui, il monte pas autant que ton pain à l'épicerie, mettons, tu sais. non, je sais. C'est vraiment, ça a beaucoup changé. Puis au niveau santé physique, santé mentale, est-ce que tu as eu besoin des services un coup que tu es sorti de la DPJ? Comment ça a été à ce niveau-là? Parce que ça aussi, on a un problème d'accès aux médecins de famille, tu sais, puis souvent, justement, on sort du système, on n'a pas de médecin de famille, puis on est pogné pour se débrouiller avec les moyens du bord pour essayer d'avoir des consultations. Comment ça s'est passé à ce niveau-là pour toi? Moi, j'allais à la clinique des jeunes de la rue, à côté de la station Saint-Laurent. Mais comme dernièrement, ça a changé parce que moi, j'avais un médecin de famille là-bas. Elle a pris une année sabbatique, je pense, puis elle est partie à la retraite. Là, ils m'ont mis un nouveau médecin de famille. Puis là, dernièrement, l'infirmière qui était là a commencé à me dire que tous ceux qui avaient un médecin de famille allaient perdre leur médecin de famille, puis que va falloir que je me mette dans une liste d'attente pour trouver le médecin de famille parce que les autres, ils pouvaient plus faire ça. Puis j'étais comme, ben, ça fait tellement d'années, puis je suis suivi là-bas, je trouve ça un peu décevant parce qu'on me disait que j'avais au moins jusqu'à 25 ans. Puis là, ben, je me fais dire que finalement, il va falloir que je me foute dans une liste parce qu'ils vont m'enlever mon médecin de famille, là. Si tu veux un truc rapide, là, mettons que tu as besoin d'avoir un médicament quelconque, là, puis c'est important, c'est urgent, ou même semi-urgent, là, tu peux te présenter à l'urgence, puis à la personne qui te voit au triage, tu peux demander à être vu en clinique le lendemain, puis souvent, ils vont être capables de te booker à une clinique pour que tu sois vu dans les heures qui suivent ou le lendemain pour avoir une prescription, mettons, je sais pas, tu pognes une infection, quoi que ce soit, là, tu vas pouvoir avoir un antibiotique facilement comme ça. Tu seras pas obligé d'attendre à l'urgence pendant des heures et des heures et des heures. Ah, je savais pas que je pouvais faire ça, mais j'ai beaucoup de misère avec les hôpitaux, moi, de mon côté, là. OK? Pas que je leur fais pas confiance, mais c'est un peu ça, parce que malgré l'enfance que j'ai eue avec mes parents, moi, je considère que c'est les seuls parents qu'on a. Ben, en fait, bon, c'est ça, c'est les seuls parents qu'on a. Puis, ben, ils sont décédés, les deux, à l'hôpital. Fait que, mettons que c'est pas clair, là, de la manière qu'ils sont décédés. Je veux dire, ma mère est morte attachée à son lit, mais elle était déjà pas capable de bouger. J'essaie d'avoir des réponses, mais je suis pas capable d'en avoir parce que faut que j'aille chercher des informations par rapport à ma famille que j'ai pas parce que je suis parti trop tôt, mettons, de mon lieu familial avec mes parents. Puis, fait que, mettons que les hôpitaux, c'est pas que je les porte pas dans mon cœur, mais j'essaie de me tenir loin, là, tu sais. As-tu eu l'impression qu'ils ont subi un traitement injuste à cause du fait qu'ils consommaient? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se font tasser quand ils essaient d'aller chercher des soins à l'hôpital à cause qu'ils consomment. Ben, je pourrais pas dire que si c'est à cause de ça, mais je veux dire, ma mère, à cause de la conso, à cause de la consommation, elle a fini par pogner un cancer, je veux dire. Quand j'allais la voir, là, c'est moi qui devais l'asseoir dans son lit, là. Elle était pas capable de s'asseoir par elle-même, puis elle pouvait pas se lever non plus à la salle de bain. Elle était plus autonome. C'est mon père qui s'occupait d'elle, puis quand j'étais là, ben, c'est moi qui l'aidais, puis c'est pour ça que je me pose des questions, parce que si la personne n'est pas capable de bouger tout seul, de se lever tout seul, d'aller aux toilettes tout seul, comment ça se fait qu'elle est morte attachée à son lit? Fait que, mettons que les hôpitaux, j'essaie de me tenir loin de tout ça. C'est pour ça que j'étais content d'avoir mon médecin de famille. J'avais pas besoin de passer par les hôpitaux pour avoir un suivi quelconque pour peu importe la raison, là, à moins qu'il y ait une grosse urgence, mettons, là, puis que j'ai vraiment pas le choix, là. T'as jamais su pourquoi qu'elle avait été attachée à son lit? C'est vraiment bizarre, ça. Là, c'est parce qu'il faut que je fasse une demande aux archives, mais comme ils demandent le nom
puis le prénom de son père puis sa mère, elle, mais comme moi, quand je suis né, mes grands-parents étaient déjà décédés. Puis là, mes deux parents sont décédés, fait puis ma soeur, elle s'en rappelle pas, fait je suis pas capable d'avoir ces noms-là, fait que je sais pas comment procéder autrement. Puis à ce niveau-là, c'est pas que j'ai pas de support, mais c'est quasiment ça, là. Je suis comme laissé tout seul à moi-même. Ben, même quand mes parents sont décédés, là, j'ai été laissé tout seul à moi-même, pas mal. Ma soeur, elle a fini par m'aider, là, mais j'ai fait beaucoup de démarches tout seul, là, appeler à gauche puis à droite, me faire lancer la balle. J'appelle au notaire, ils me disent d'appeler à tel endroit, j'appelle à tel endroit, ils me disent d'appeler à une autre place. Puis j'ai dû courailler beaucoup quand ils sont décédés, là. Fait que je suis comme tout le temps tout seul, j'ai pas le temps de. J'ai même pas eu le temps de vivre leur deuil encore, là. Je veux dire, c'est ça. Je suis dans le déni pas mal, mais pour avoir le dossier de mes parents, il faudrait que j'aille le nom de famille de leur père et leur mère, mais ils sont décédés avant que je naisse, moi. Fait que j'ai aucune idée comment avoir accès à ces informations-là, dans le fond, là. Ouais, il faudrait comme que tu fasses une demande, j'imagine, à l'état civil pour C'est avoir, exactement ça, je pensais. c'est ça, soit le certificat de décès ou le certificat de naissance, là, mais c'est un truc de fou. Ça fait combien de temps que c'est arrivé, ça? Ma mère est décédée en 2019, puis mon père l'année dernière. Ok, fait que c'est assez récent, puis il y a eu la COVID au travers de tout ça en plus, là. Ouais. Ben, juste te dire, là, pour ton information, il y a une nouvelle ressource qui s'appelle Air ouverte. Je sais pas si tu les connais. Oui, je vois une sexologue là-bas. OK. Ben, tu peux voir des médecins aussi là-bas, sans rendez-vous. OK. Oui. Fait que si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, Air ouverte vont pouvoir t'aider aussi à ce niveau-là, des antibiotiques, des médicaments, peu importe. OK. Je savais qu'il y avait une sexologue, mais je connais pas tous leurs services encore, là. Ben, c'est ça. Ils ont des médecins, ils ont des sexologues, travailleurs sociaux, éducateurs spécialisés. Il y en a, ça dépend de quelle aire ouverte tu consultes. Je sais qu'il y en a qui ont des nutritionnistes, pharmaciens. C'est comme je sais pas si tu connais les GMF. C'est comme des cabinets où il y a des médecins de famille avec d'autres spécialistes. Là, c'est un peu la même chose, mais pour les plus jeunes. Ah, OK. Fait que Non, tu as je toutes sortes sais de pas. services que tu peux aller chercher à aire ouverte si j'en avais en as besoin. Ah, ben c'est gentil. Ben merci. Ça fait plaisir. Je suis là pour ça. J'ai participé aussi à l'élaboration de l'approche puis tout avec eux là, au début quand le projet a été lancé par le gouvernement. Fait que c'est pour ça que je t'ai dit ça, je connais bien ces ressources-là. On m'a impliqué depuis le début. Fait que c'est ça. Puis dans tout ton parcours, y a-tu un intervenant ou une approche qui a eu un impact significatif pour toi? Ben moi, j'ai gardé un lien avec une éducatrice, mettons, en centre jeunesse parce que, ben, on faisait des activités extérieures, mettons, avec. Fait que c'était toujours le fun, là. Après mon placement, après mes 18 ans, je veux dire, j'étais allé manger avec elle, puis tout, là, on se textait sur Messenger. Elle travaillait plus où ce que elle était, là. Elle travaillait plus au centre jeunesse, puis tout, là. Elle avait changé d'emploi. Fait que c'est un lien que j'ai gardé, mais je comptais pas toute ma vie non plus, mais c'est un lien que j'ai pu garder à l'extérieur. Sinon, je suis pas mal des intervenants du POPS dans la rue, dans le fond, là. Puis maintenant, ben, j'en suis aussi avec le Cirque Orpus, vu que j'ai quand même tissé des liens là-bas, là. C'est quoi les valeurs qui t'ont guidé dans toute ton trajectoire? Moi, je suis pas bon pour trouver des valeurs, là. Je veux dire, on me demande c'est quoi mes valeurs, puis à part dire la famille, le respect, je sais pas trop, là. J'ai pas vraiment de valeurs exactes, là, mais le fait qu'on se soutienne entre nous, là, je veux dire, moi, j'ai des amis que j'ai connus dans la rue qui sont encore dans ma vie, là. Le gars que je parlais, qui travaille dans le déménagement, je l'ai connu dans la rue, lui, puis on s'est jamais lâché. Puis tu vois, les deux, on a un C'est-tu, logement aujourd'hui, là. c'est-tu l'entraide, ça? Comme l'entraide ou la solidarité? Ouais, merci. Ouais, moi, je suis pas bon pour trouver les mots, mais je suis bon pour l'expliquer, là. Mais il y a ça, il y a le respect, il y a la famille, c'est important pour moi, là. Je me suis quand même créé ma propre famille, là. Les amis que j'ai, qu'on s'entraide, là. Je veux dire, c'est quand même une petite famille que je me suis créée, moi, là, avec des gens qui fitaient dans mes valeurs, si on veut, là. Le respect, l'entraide, la famille, le soutien, tout ça, là. Je veux dire, on est là autant quand ça va bien que quand ça va mal. On s'est jamais lâché. Ben, c'est très vrai qu'un bon réseau
de soutien alentour, ça l'aide autant pour arrêter de consommer de la drogue que pour se renlier dans la vie, là. C'est vraiment un incontournable là, d'être bien soutenu. Tu sais, même quand on est hospitalisé, tu sais, moi j'ai fait un petit séjour en psychiatrie début 2020, puis avant de te relâcher chez vous, ils s'assurent que tu aies un bon réseau social parce qu'ils savent que un coup que tu retournes chez vous, ça va être plus difficile, tu sais. Fait que, en effet, d'être bien entouré, là, ça peut aider beaucoup. Ouais, non, ça, c'est vrai, je suis quand même pas d'accord, là. Moi, ça m'a aidé de ne pas être tout seul, là. C'est sûr que il y en a qui partent, il y en a qui reviennent, il y en a qui reviennent pas quand ils partent. Puis c'est sûr qu'il y en a qui vont pas rester toute ta vie, mais il y en a d'autres que je pense qui vont rester pas mal toute ma vie, là. Le gars qui est dans l'aménagement, lui, je pense pas qu'il va sortir de ma vie, là. C'est du monde de même, je veux dire, ça se compte sur les doigts d'une main, là. Surtout dans la rue, tu sais, autant que tu vas croiser du monde qui vont t'aider, autant qu'il y en a d'autres qui vont t'aider pour s'aider plus tard en te backstabant, là. Tu sais, ça doit pas être évident de faire la différence entre les deux, ça. Ben, quand j'étais dans la rue, non, là, je pouvais pas faire la différence. Je veux dire, j'en avais des amis dans la rue, là. J'en avais en esti, là. Puis aujourd'hui, ces amis-là, il y en a plus vraiment, là. J'en ai peut-être trois sur une quinzaine, si on veut, là. Tu te rends compte de c'est qui était vrai puis qui l'était un peu moins, tu sais. Il y en a qui sont là juste si tu consommes, il y en a qui sont là si tu peux leur apporter quelque chose, mais sinon, ils sont plus là, tu sais. Et si tu pouvais changer trois choses dans le système de la DPJ, tu changerais quoi? Moi, j'en ai toujours voulu à la DPJ parce que je trouve qu'on manque de liberté. Peut-être que ce serait ça. Mais je pense que j'en veux aussi à ma famille, là. Fait que c'est un peu dur de trancher entre les deux, là, parce que à part le manque de liberté, le manque d'ouverture aussi, je pense, là, le fait que j'étais mes affaires, me tombe en sachant que j'étais dans la rue, je veux dire, je trouve qu'il manque de compréhension là-dedans, là. Puis peut-être qu'ils connaissent les ressources aussi, là. Je veux dire, moi, l'intervenante que j'ai vue à l'extérieur quand que j'ai passé mes 18 ans, puis que j'ai recommencé à y parler, puis qu'on se voyait dehors, l'intervenante qui était au centre jeunesse, j'ai parlé des ressources que j'avais, puis elle les connaissait même pas. Fait que dans le fond, ça veut dire que, mettons que j'avais pas fugué, puis j'étais resté jusqu'à mes 18, puis que j'avais toujours pas eu d'endroit, ça veut dire qu'ils connaissent même pas les ressources qui pourraient m'aider à me trouver un endroit. Fait que je trouve qu'ils sont vraiment informés, là. Ben, c'est grave, ça, parce que, tu sais, je veux dire, la transition à la vie adulte, c'est rendu dans les plans du gouvernement, tu sais, d'essayer d'améliorer ça, mais comment est-ce que tu veux améliorer précisément cette phase-là quand tu connais pas les ressources qui peuvent aider le jeune à sa sortie? Ben, c'est ça. Commencez pas à me pomper, là. Ah Non, c'est ouais, pas vrai. Jess! Ah ouais! Non, mais nous autres, on s'est dit, bon, on s'est retroussé les manches, puis on a dit, bon, on va le faire à leur place. Tu sais, fait qu'on est en train de développer un projet, là, Grandir et bien partir, qui vise justement à répertorier tout ça, puis à créer un plan de transition un peu plus soutenant pour les jeunes, parce que ce que le gouvernement a présentement développé, on trouve que c'est pas assez consistant. Fait que, Un petit on peu est en train déficient. de... Oui, ben, Ben, c'est une base, hein, tu sais, faut pas critiquer, là, trop, là. Il y a une base. Mais, tu sais, ouais. nous autres, on essaie de voir à créer de quoi d'un petit peu plus poussé qu'une petite base. Ce serait fun d'avoir une meilleure liberté aussi là-bas, là. Je veux dire, c'est normal que les jeunes filles qui sont tout le temps encadrées, là. Je veux dire, on est dans notre adolescence, puis on peut même pas la vivre comme tout le monde parce qu'on est enfermé dans une unité avec d'autres jeunes, puis on voit toujours les mêmes visages, là. Je veux dire, Mais je pense qu'il y a quand même eu une évolution à certains endroits, sur certains aspects, notamment qu'ils vont essayer de prioriser la scolarité à l'externe autant que possible. Tu sais, avant, c'était systématique, là, tu es en centre de réadapte, tu vas à l'école à l'interne. Maintenant, c'est plus ça. Fait que, tu sais, il y a quand même des choses qui sont un petit peu améliorées, là, mais tu sais, c'est ça. Il faut qu'on soit plus nombreux à prendre la parole pour démontrer qu'est-ce qui fonctionne, mais qu'est-ce qui fonctionne pas aussi. mais tu sais, moi, ça fait 6 ans, fait que je sais pas qu'est-ce qui a changé, mais moi, à part le manque de liberté, puis le manque d'ouverture, puis le manque de support, il y en a quand même beaucoup, là. Je veux dire, j'ai pas eu de suivi psychologique, là, entre mes 16 ans et mes 18 ans là-bas, là. Fait que je veux dire, c'est quand même. Il manque quand même de support, là, on se trompera pas, mais je veux dire, j'étais quand même mieux là-bas que chez ma soeur, dans le sens où que chez ma soeur, c'était pas mieux que chez mes parents, là. Je veux dire,
C'est pour ça que j'ai de la misère à trancher à ce niveau-là, mais c'est sûr qu'il manque quand même pas mal d'affaires dans les centres jeunesse, mais c'est pas nécessairement à eux que j'en veux, mais c'est ce qui manque, là. Je veux dire, en même temps, le gouvernement aussi, là, je pense que ça joue là-dedans, j'imagine, là. Je veux dire, s'ils n'ont pas l'information que Pause dans la rue existe, puis que En marche 12-17 existe, ou des trucs comme ça, je veux dire, c'est sûr que les jeunes, quand ils sortent de là-bas, ben, ils partent les mains vides parce que même les éducateurs là-bas, ils n'ont pas d'informations sur les ressources qui peuvent aider les jeunes quand ils s'en vont, là. Toi, tu n'avais pas eu le droit au programme PQJ? Tu Moi, sais ça me quoi? dit rien, là. Tout le monde m'en parle, là. Jess Cathy, elle m'en a parlé, là. Genre, je pense qu'elle la voit encore, sa PQJ, ou en tout cas, elle la voyait il y a pas si longtemps, il me semble, mais moi, j'ai pas eu de PQJ, là, quand je suis partie de là-bas, là. J'ai aucune idée c'est quoi, là. Mais je pense que les critères étaient plus restrictifs quand toi t'es sorti. Parce Mais que ça fait à un petit bout, là. l'entendre parler, je pense. Parce qu'il faut pas qu'il y ait de retour possible à la maison. À l'époque, là, c'était plus sévère. C'était comme, il faut vraiment pas qu'il y ait de retour possible à la maison, voir qu'il y a comme pas vraiment de famille proche. Fait que c'était assez restrictif, là. Mais maintenant, c'est un petit peu plus ouvert, là. Mais c'est quand même pas Ouais, non moi, plus que t'aies pas eu l'information. ouais, moi, j'avais ma soeur, mais je m'arrangeais quand même pour pas y retourner, là, parce que c'était pas. Ah, Avant, c'était il pas fallait faire la l'idéal, là. aussi à 15 16 ans. Là. Je pense que c'était à 15 ans pour commencer le service à 16 quelque chose comme ça. Fait que si t'es pas d'un service à cet âge-là, ben, genre, tu passes à côté, là, parce que tu pouvais pas à 17 ans, genre, le demander. Mais Ouais, maintenant, oui, là. moi, je suis arrivé un mois après mes 16 ans, dans le fond. Fait que quand t'arrives en centre jeunesse, t'es très renfermé, là. Fait que moi, ça a été long avant que je parle un peu aussi, là. Fait que c'est sûr que si j'avais eu droit à un PQJ, il était pas mal trop tard, j'imagine. Si tu avais un message à transmettre à quelqu'un qui a passé par la DPJ puis qui sort du système, tu lui dirais quoi? Ben, déjà, de pas tomber dans la drogue, parce que moi, ça m'a vraiment ennuyé beaucoup, là. Entre autres ça. Puis sinon, ben, je dirais de fréquenter les ressources, là, s'ils les connaissent, là. Passe dans la rue, moi, ils m'ont vraiment fucking beaucoup aidé, là. Je veux dire, c'est eux autres qui ont une subvention avec l'OMHM, puis c'est grâce à eux autres que j'ai mon logement aujourd'hui, là. Parce que mon logement, il coûte 1300 en ce moment, puis je paye 387 là, pour un 3,5 avec mon chat, puis je suis bien, là. Fait que je pense que c'est bien qu'ils fréquentent les ressources s'ils se retrouvent dehors avec rien, puis qui n'ont pas de logement, là. Je pense que les ressources, c'est des places qui peuvent les aider. Sinon, les auberges du cœur, moi, je les ai pas faites, mais à part les foyers des jeunes travailleurs, mais je sais qu'il y en a plein d'autres, puis j'ai quand même entendu beaucoup de positifs à leur sujet. Fait que je pense que ça aussi, ça pourrait aider, là. Ça va être beaucoup à stabiliser, là. Moi, ça n'avait pas été des coquerelles, là. Je serais resté là-bas plus longtemps, là. Je veux dire, j'avais un emploi stable, puis j'étais capable d'aller à la job à tous les jours, là. Puis as-tu l'impression que ces ressources-là, la demande a augmenté depuis la pandémie? Ben, j'imagine que oui, là, parce que moi, je retourne dans le village des fois, là, puis je peux te dire que quand moi j'étais là, puis quand j'y retourne maintenant, il y a quand même pas mal plus de personnes sans abri. Il y a quand même beaucoup de jeunes qui ont l'air d'être dans ma tranche d'âge. J'en vois encore qui sont en fugue. Je veux dire, on dirait plus on y va, plus il y a de personnes en situation d'itinérance. Fait que c'est sûr que j'imagine que les demandes doivent avoir augmenté, puis il manque de place, puis ils créent beaucoup de condos, mais ils créent pas des logements à subvention ou je sais pas comment on appelle ça, là, mais des logements sociaux. Je sais pas comment on appelle ça, Oui, là, c'est mais ça, des logements ouais. sociaux. Ben, c'est ça. Au lieu de faire des logements comme ça, ils décident de créer je sais pas combien de condos, là. Fait que c'est sûr que les auberges du cœur, ils ont sûrement plusieurs demandes, mais ils peuvent pas accepter tout le monde parce qu'ils ont des places limitées. Puis... Ben, moi, j'ai entendu dire que, en tout cas, dans mon temps, quand j'y étais, ça fait, écoute, moi, j'en ai 35, puis quand j'ai fréquenté ces ressources-là, j'en avais 17, 18. Oh. Puis moi, dans mon temps, on pouvait rester plusieurs années dans un appartement supervisé. Puis l'année passée ou l'autre d'avant, on a reçu une jeune qui nous a dit que c'était plus possible de rester aussi longtemps dans les appartements supervisés parce qu'il y avait trop de personnes sur la liste d'attente puis qu'il fallait qu'il y ait un roulement. Fait que tu restais là peut-être 3 mois, 6 mois, puis après ça, tu étais obligé d'aller
retrouver un autre appartement supervisé ailleurs. Fait qu'il y avait comme tout le temps une ronde là, qui se faisait dans les jeunes, là, les appartements supervisés. Fait que c'était très, très, très difficile d'avoir une place stable, il paraîtrait. Je sais pas, moi, on m'a parlé d'une affaire, je sais pas si c'est vrai, là, ça s'appellerait PLM, là, je pense que c'est Projet Logement Montréal, là, je sais pas trop, mais il semblerait que tu peux avoir un logement à vie, puis il est subventionné comme pas mal toute ta vie, genre. Puis t'es pas obligé de déménager ni rien, là. Écoute, je sais pas si c'est PLM, vrai. Ouais, quelque chose de même, là. Moi, c'est ce qu'on me dit, là, mais je sais pas si c'est vrai, là. Ça fait un petit bout que j'ai entendu parler de ça. Fait que je sais pas si ça existe encore. Je sais pas si c'était vrai dans ce temps-là. Moi, j'ai pas connu ça, malheureusement, là. Moi, je suis avec une subvention de MHM pendant 5 ans, puis je suis dans une liste pour les HLM, puis ben, je connais pas ça personnellement, mais j'ai un ami qui me disait que il pouvait avoir un logement à vie, là, puis une subvention à vie, là. Puis j'étais comme, bah, ben, c'est cool, j'aurais aimé ça pouvoir avoir ça. Je veux dire, c'est quand même le fun, mais Mhm. Je pense que c'est si un c'est vrai. projet qui est en partenariat, là, je l'ai trouvé. Là, je sais pas si c'est encore en fonction, mais c'est un projet qui serait issu d'un consortium composé de la Maison du Père, la Mission Bon Accueil, Mission Oldbury, puis l'accueil Bono, qui vise à stabiliser les logements des personnes qui vivent déjà en situation d'itinérance chronique ou épisodique pour réduire l'itinérance. Fait qu'ils ont pour objectif de trouver des logements puis de maintenir les logements grâce à des services d'accompagnement psychosociaux offerts dans leur communauté. Fait que ça serait intéressant de voir si ça existe encore. Moi, j'avais parlé avec Aubrey qui m'expliquait qu'il maintenant il offre un nouveau service là, pour aider les gens à se trouver un logement aussi. Là. Puis il pouvait, tu sais, des fois avec les programmes de soutien au logement, les PSL, d'autres choses aussi soutenir. Fait que mais tu vois, ça, c'est un autre enjeu, hein. Tu sais, là, on a beau essayer de tenir une liste des ressources disponibles, mais ça évolue dans le temps. Puis ça prend qui pour être capable de dire c'est quoi les ressources disponibles? C'est les jeunes. C'est les jeunes qui traversent tout ça, puis qui en prennent connaissance de ces ressources-là. Fait que ça, c'est une autre raison, une autre belle raison de les impliquer davantage dans la recension de ces ressources-là, puis que ça se fasse périodiquement, parce qu'actuellement, ça ne se fait pas. N'est-ce pas, Jess? ben là, ça se fait avec notre nouveau programme, là, le Ouais. projet, mais tu sais, non, c'est ça. Sinon, ça se faisait pas effectivement. Puis c'est pour ça qu'on a décidé de le faire, là, parce que c'est comme la base, c'est essentiel. Puis faut avoir un portrait de qu'est-ce qui se fait, de qu'est-ce qui s'offre, pour savoir c'est quoi les manques à combler aussi, là. Fait que, en tout cas, on travaille fort là-dessus. Bon, c'est une belle initiative, là. Moi, je participerais plus si ça tomberait pas dans les journées de mon cirque, là. Sinon, Ben oui, ben là, maintenant, on a nos soupers mensuels aussi. On va avoir notre fête de Noël. On a plein d'affaires. Fait que faut s'abonner à notre infolette pour être tenu informé, puis sinon, on t'envoie des petits messages des fois, puis tout. Sinon, il y a la page Facebook qui en parle aussi des Ouais, événements de temps à autre. ouais, effectivement. Ben, un gros merci d'avoir participé à notre podcast. Puis, en tout cas, toi, tu vas avoir réussi à mettre sur la table des ressources qui vont être utiles pour les prochains. Donc, un gros merci pour nous avoir aidés dans cet effort-là de pouvoir aider les jeunes qui sortent de placement. ben, merci à vous pour l'invitation. Écoute, moi, j'avais oublié, là. Quand on m'a texté hier, j'étais comme, hier ou avant-hier, j'étais comme, ben, quel épisode? Genre, j'avais complètement oublié, là, que je m'étais embarqué là-dedans, mais ça me fait extrêmement plaisir pour de vrai. Si ça peut aider quelqu'un, si ça peut changer quelque chose, ben, moi, ça me fait plaisir, là, n'importe quand, là, tu sais. En tout cas, merci beaucoup. C'était bien inspirant. Puis, tu peux être fier d'où t'es rendu aujourd'hui, en tout cas, le chemin que t'as fait. Puis, moi, je te souhaite bien des succès dans tes projets, puis le cirque et tout. Fait que quand on aime notre travail, on ne le prend pas pour un travail, hein. Fait que peut-être que tu vas peut-être percer dans le cirque, on sait pas non plus ce que la vie nous Ah, attend. j'aimerais ça, vraiment beaucoup. Mais on va te le souhaiter, en tout cas. Mais merci. Prends soin de toi, là, ciao. Merci vous Bye. autres aussi, bye.